et bienvenue au cœur de l'art. J'ai eu un moment d'hésitation dans quoi je suis, tu sais. Des conversations sincères, toniques et joyeuses à deux ou plus qui stimuleront votre créativité et vous donneront envie de mettre plus d'art dans votre vie. Enfin, on espère. Hein. Avec moi, Gwenaëlle Perron. Et moi, Sabina Pinzan. Et nous sommes toutes les deux des artistes basés en Bretagne. Alors aujourd'hui, on avait envie de parler de la critique et de l'éloge parce que quand on expose son travail, eh bien, on peut recevoir l'une ou l'autre, ça dépend. Et donc, c'est important de se demander ce que c'est exactement la critique, ce que c'est l'éloge. Comment on va réagir par rapport à ça et ce que ça peut nous apporter ou ne pas nous apporter. Et donc, ça fait un peu suite à ce qu'on avait dit la dernière fois en parlant du beau, parce qu'en gros, on pourrait résumer, on pourrait dire les gens aiment notre travail, ça leur plaît, ils aiment, donc ils vont éventuellement faire des compliments, être élogieux par rapport à ce qu'on a fait. Ils n'aiment pas, ça leur plaît pas, et donc éventuellement, ça peut donner lieu à la critique. Et donc on avait envie d'aborder ce sujet parce qu'on a été toutes les deux, je pense, confrontées à ça. Et puis les artistes, d'une manière générale, en s'exposant, sont confrontés à des commentaires, plus ou moins froids ou chauds, ça dépend. Ouais. Et je dirais que ces deux aspects, on en a à la fois besoin et pas besoin. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, alors c'est cette question de comment faire face aux critiques, aux éloges, c'est compliqué parce que d'un côté, moi je suis persuadée que qu'il y ait une critique ou une éloge, il y a du bon et des fois il y a du mauvais. Et il faut savoir un peu faire le tri. Donc, face à une critique, c'est clair que notre première réaction va être quelque chose de désagréable, on va mal le vivre, ça va être quelque chose on va le percevoir comme quelque chose de négatif. Mais selon comment la critique a été faite, je pense qu'il y a des choses peut-être à retenir, des choses positives qui peuvent nous apporter quelque chose. Et de l'autre côté, quand on nous fait une éloge, pareil, selon comment on nous fait l'éloge, ça peut nous apporter quelque chose, bien sûr, déjà un sentiment positif, parce bien que sûr, voilà, l'éloge c'est quand même quelque chose de positif, mais il faut pas s'arrêter juste à ça, il faut un peu analyser aussi la chose et voir si on peut creuser un peu plus loin. Et juste quelqu'un qui nous dit « Ah, c'est beau ce que vous faites », c'est gentil, certes, mais qu'est-ce que ça nous apporte réellement ? Et puis est-ce que c'est sincère et c'est qui la personne qui nous fait le commentaire. Donc il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser, il faut bien analyser les critiques et les éloges pour en tirer bénéfice. Voilà. Et aussi dans certains cas savoir se protéger éventuellement. Voilà. Alors c'est vrai qu'on en a besoin parce que ça peut être on a besoin de critiques, par exemple, de personnes qui seraient plus expérimentées que nous et qui pourraient nous donner des pistes pour améliorer notre travail, par exemple, sur les couleurs, sur la composition, voilà. Et donc ça, on va dire que c'est des critiques constructives, c'est des critiques qui nous apportent quelque chose et qui peuvent être formulées de telle façon que ça n'apparaît presque pas comme des critiques, en fin de compte. Ça apparaîtrait plutôt comme des conseils, comme des idées de choses qu'on pourrait explorer. Et puis, quand il s'agit d'éloges, eh bien évidemment, on en a besoin parce que c'est aussi ce qui va nourrir notre motivation. Si on voit que ce qu'on a fait plaît aux gens, que ça leur apporte quelque chose, que ça déclenche des émotions positives ou des souvenirs ou des choses comme ça, eh bien c'est aussi valorisant pour nous. On n'a pas l'impression de créer dans le vide, en fait. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un échange qui se fait. Là où ça devient problématique, c'est si la critique n'est pas constructive, n'est pas bienveillante. Moi, je dis souvent aux gens, on peut tout me dire, mais du moment que c'est formulé avec bienveillance et de manière constructive. Si c'est pour venir me faire des critiques, bon, alors sur mon travail, c'est une chose, ou sur ma personnalité, mon attitude, moi, j'essaye vraiment de pouvoir entendre tout, mais il faut que ce soit pas des attaques, en fin de compte. Voilà. Je crois qu'il faut vraiment, à ce niveau-là, faire bien la différence. Et la semaine dernière, j'ai fait un live sur YouTube, et c'était sur le fait d'exposer, en fait.
Et je conseillais aux personnes qui écoutaient de vraiment s'interroger par rapport à ça, en fait, de se poser des questions par rapport à la critique, ce que ça voulait dire pour elles, comment elles allaient le prendre, comment elles allaient faire face si jamais il y avait des critiques négatives, ce qui n'arrive pas énormément, mais ce qui peut quand même se produire. Oui, ça n'arrive pas très fréquemment. Je pense que dans ma petite expérience, j'ai surtout eu des personnes qui ont verbalisé des choses positives sur mon travail. C'est ça, oui. Par contre, j'ai eu quelques personnes qui m'ont fait des remarques. Alors, c'était pas vraiment des critiques, c'était... moi, je les ai vécues peut-être comme des critiques. Voilà, c'est là aussi... Et j'étais pas prête. J'étais pas prête à ce genre de feedback. Je crois que j'avais mentionné l'année dernière, j'avais exposé dans un salon. Et puis, il y a un des artistes, à la fin du salon, est venu me voir et il m'a dit... ouais, c'est bien ce que tu fais, mais il faudrait quand même que tu te lâches un peu plus. Moi, je l'ai vécu comme une critique, parce que moi, d'abord, qu'est-ce qu'il en sait, il ne me connaît pas, voilà. Et je trouve que sa formulation était vraiment... je l'ai vécu comme étant blessante, parce que moi, j'ai l'impression de vraiment m'exprimer, et ce que je mets sur la toile, c'est moi. Ouais. Quelqu'un qui me dit que je me lâche pas assez, ça veut dire que je suis dans la réserve, ou dans le contrôle, ou dans... Oui, ouais, c'est ça. donc c'est contraire à ma démarche. Donc oui, je l'ai vécu comme une critique, et puis comme je n'avais pas le temps d'échanger avec lui plus longuement, je suis repartie avec ça, et j'ai pas pu en discuter avec lui. Mais je pense que peut-être derrière cette phrase, il y avait quelque chose de positif. Je pense qu'en fait, il voulait me dire autre chose. Autorise-toi, peut-être. Voilà. Et, ou peut-être qu'il te draguait, tout simplement. Je sais pas. Lâche-toi, Sabina. C'est possible, mais non, je pense pas. Mais voilà, donc pour moi, ça a été une expérience où j'ai appris que quand on reçoit ce genre de feedback, c'est vraiment important de saisir la personne et de dire « Ah oui, pourquoi tu trouves que je ne me lâche pas ? Qu'est-ce que tu entends par ça ?» Et puis échanger avec la personne. Et donc oui, c'est important de creuser en fait. Et je ne l'ai pas fait à l'époque. Et pour moi, ça a été un apprentissage. Je sais maintenant que face à ce genre de situation, j'agirai différemment. On n'a pas toujours le réflexe sur le moment. Quelquefois, on est tellement soufflé aussi, parce que les gens disent, parce que là, c'est quelqu'un qui ne te connaissait pas particulièrement. Non. Bon, moi, ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller vers quelqu'un en disant « Vas-y, lâche-toi. Hein. » Tu vois, si je ne la connais pas, la personne, voilà. Donc, du coup, j'imagine que tu es un peu soufflé sur le moment en disant « Qu'est-ce qu'il vient me dire, lui ?» et du coup, ça te paralyse un peu au niveau de la réaction. Tu n'as pas forcément la bonne réaction au bon moment. Donc, il faudrait le rappeler en disant « Attends, quand tu m'as dit... » Non, je pense pas. Non, je crois pas non plus. Mais c'est vrai que du coup, critique et éloge peuvent receler une forme de danger, parce que si on reçoit des critiques, justement comme ce que tu viens d'exprimer là, ça peut engendrer une forme de repli en fait. On peut du coup hésiter à exposer son travail, à montrer ce qu'on est en train de faire. On peut essayer un peu de se protéger du regard des autres, ou on peut se mettre à faire des choses très consensuelles qui risquent de froisser personne, qui vont être... oui, ça peut être très décourageant. Alors déjà, c'est désagréable. Parfois, ça peut être humiliant aussi si c'est fait à côté d'autres personnes qui entendent. Et là, ça peut aller même aussi loin que de provoquer une remise en question de son propre travail, et même de qui on est, parce que parfois c'est formulé tellement maladroitement que en fait la personne a l'impression que c'est elle qui est attaquée et pas son travail. Donc c'est là aussi il faut faire la différence entre avec ce qui est dit. Est-ce que c'est adressé à la personne, ou est-ce que c'est adressé par rapport à l'art qu'elle propose. Donc ça, il faut bien recadrer les gens quand ils lâchent des phrases comme ça. Et c'est vrai que je pense que la virtualité, le fait de pouvoir s'exprimer derrière des pseudos, sur des forums, dans des commentaires, ça autorise une forme de brutalité en fait. Et ça, c'est vrai qu'on n'y a pas été confronté à des commentaires vraiment
haineux presque, tu vois, mais il y en a qui en reçoivent, et notamment sur les réseaux sociaux, sur des choses comme ça, et ça peut vraiment être très paralysant. En fin de compte, je lisais un article sur une autrice américaine qui s'appelle Colleen Hoover, qui a rencontré un gros succès, qui écrit des romans qui ne sont pas forcément des romances. C'est pas des romances, mais c'est des romans, il y a beaucoup d'émotions, il se passe plein de choses, et elle a notamment parlé de violences conjugales et de choses comme ça. Et elle racontait, donc elle était interviewée par la journaliste, et elle racontait qu'au début, quand elle lançait un livre, c'était joyeux parce que elle faisait des vidéos sur TikTok, sur YouTube, sur différents médias, et puis il y avait vraiment un côté festif et un côté très joyeux. Et en fait, il y a des gens qui se sont mis à haïr son travail, voire à la haïr elle-même, jusqu'au point où une femme se définit d'abord comme quelqu'un qui est Colleen Hoover et ensuite comme une personne. Donc c'est te dire le degré de haine que cette personne peut éprouver. Et ça, je pense que... Et donc, cette autrice explique qu'elle n'arrive plus à écrire, en fait. Ah ouais, à cause de elle ça. n'arrive plus à écrire parce qu'elle se dit, si j'écris un nouveau bouquin, ça va déclencher encore... des réactions comme ça, des réactions positives. Il y a évidemment plein de gens qui aiment son travail, mais il y a aussi des gens qui la détestent sans la connaître, juste voilà. Et du coup, ça la bloque, quoi. Ça la bloque dans son travail. Donc, ça peut effectivement, la critique peut vraiment, si elle devient très acerbe, très haineuse, ça peut devenir vraiment très très handicapant. Et je pense qu'il y a des artistes qui sont confrontés à ça. Plus tu vas avoir une œuvre qui va ne pas faire le consensus, en fait, plus tu vas être polémique et plus tu risques de déclencher des choses comme ça qui sont tellement facilitées aujourd'hui, quoi. Oui, puis je pense aussi les artistes qui ont une certaine notoriété, qui sont connus, très exposés, et qui s'exposent beaucoup, vont peut-être recevoir plus de ce genre de critiques, alors que des personnes comme nous, on va dire, oui, non, mais c'est vrai, plus modestes, moins connues, on est plus à l'abri de plus ça. tu touches des gens et plus tu risques de déclencher des phénomènes comme ça. Après, il y a plein de raisons qui peuvent pousser quelqu'un à faire des critiques. Ça peut être parce qu'effectivement, il n'aime pas le travail qu'on propose, mais ça peut être aussi parce que la personne est jalouse ou parce qu'elle-même n'a pas rencontré le succès qu'elle aurait voulu avoir. Voilà, exactement. Oui, donc, elle va se comparer à nous et puis elle va peut-être se sentir un peu moins bien et donc, du coup, elle va agir de manière agressive. Il faut pas... Des personnes comme ça, il faut... Oui, mais il y a quand même une forme de violence qui s'exerce sur toi, parce que tu n'as rien demandé et on te déverse ça. Et la question, c'est qu'est-ce que tu fais après de cette violence qui tu vois, on te la patate chaude, quoi. On te la refile et comment tu t'en débarrasses. Il faut bien réussir à faire sortir ça d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est sûr. Après, je pense que dans notre quotidien, on est souvent confronté à des personnes qui sont désagréables. Oui, c'est vrai. Ça arrive dans plein de situations. Quand tu vas au supermarché, tu es sur la route. Oui, quand tu sors ton chien. Ouais, t'as tout le temps. Les voisins, c'est quelque chose qui peut arriver souvent. Et c'est vrai que le premier ressenti, oui, c'est quelque chose de très désagréable. Et le mieux, c'est de se sortir de la situation. Parce que, par exemple, on vit quelque chose de négatif au supermarché, quelqu'un qui nous rentre dedans avec le chariot, qui commence à nous insulter ou je ne sais pas quoi. Ça sent le vécu. Oui. En fait, une fois qu'on a quitté le supermarché, on va peut-être encore y penser une ou deux fois, mais après, on va vite laisser partir la pensée. Et je pense que dans l'art, et donc quand on expose notre travail et qu'on est face à des situations comme ça, pareil, je pense que ça repart. Il faut laisser partir et éventuellement, ça repart. Éventuellement. Mais on va discuter de toutes les choses qu'on peut faire pour faire face justement à ce genre de choses. À partir du moment qu'on décide d'exposer son travail, on doit se mettre dans un certain état d'esprit. Et justement, toi, tu en as parlé un peu lors de ta vidéo sur YouTube la semaine passée. Il faut se préparer un peu mentalement. C'est ça, se dire, tout peut arriver. Exactement. Tout peut arriver. Je vais rencontrer toutes sortes de personnes que je ne connais pas. Elles vont réagir de manière différente. Et je pense que le bon état d'esprit d'avoir, c'est d'être déjà ouvert, de recevoir ce qu'on va nous envoyer, que ce soit négatif ou positif, mais de se dire,
je suis prêt, un peu comme un combattant partant en guerre, un soldat partant en guerre, il se dit, voilà, je suis armé, c'est bon, je vais faire face quoi qu'il arrive. Je pense que voilà, il faut se le dire, il faut un peu se booster. Ça c'est très important. Après, il faut accepter aussi que il y a peut-être aussi une part de vulnérabilité chez nous. Il faut se connaître et savoir les choses qui vont nous toucher plus que d'autres. Et donc se dire, ok, sur ce point-là, je sais que si quelqu'un appuie sur ce bouton, je sais que ça va déclencher une réaction dans un sens comme dans l'autre. Donc, je prends note. Déjà, tu prends note. C'est quoi tes boutons, par exemple, toi? Qu'est-ce qu'il ne faut pas te dire? Je ne sais, j'ai pas un truc particulier, mais je vais donner un exemple. La dernière fois que j'ai exposé, j'ai eu 3 personnes qui sont venues. Alors, il faut se méfier des meutes. Voilà, déjà j'ai envie de dire ça, parce qu'il y a un effet de meute. groupe, oui, ouais. C'est ça, ils se sentent plus forts. Voilà, c'est ça. Donc, il y a 3 personnes qui sont venues qui avaient des allures d'artistes, entre guillemets. Ils sont venus, ils ont regardé rapidement mes peintures, et puis après ils se sont attardés à regarder la table où j'avais posé carte de visite, et puis j'avais mis aussi les cartes de visite du podcast. Et j'avais aussi mis des articles qui avaient été écrits sur mon travail et sur le podcast. Et ils sont tombés dessus, et j'ai... Donc la fille qui était là, elle est venue me voir, et elle m'a agressée dans le sens qu'elle m'a posé une question, sans même pas me dire bonjour ou quoi que ce soit. Elle m'a posé une question et de manière agressive. Presque me pointer avec le doigt comme ça. Voilà. Moi, c'est ça qui me fait tiquer. Moi, quand c'est quelqu'un qui me dit... Il n'y a pas la politesse. Pour moi, c'est très important. Déjà, c'est le respect et la politesse. Bah oui, bien sûr. Oui. Donc, tu viens dans ma salle où j'expose mon travail, tu me dis bonjour. Si tu as quelque chose à me dire, tu me dis, voilà, j'ai une question pour vous. J'aimerais vous... Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais là, ça n'a pas été fait comme ça. Donc là, c'est la forme. Elle a dégainé sa question. Elle a dégainé sa question, et puis de manière un peu accusative. Et en plus, la question, elle était complètement à côté de la plaque, parce qu'elle n'avait pas bien lu l'article. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc moi, je pense que c'est ça qui va peut-être me faire réagir. Et dans des situations comme ça, ma réaction, c'est de respirer un bon coup. Ouais. Et après, de poser les questions à la personne. Pour lui montrer à quel point sa question est ridicule, son attitude est ridicule. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai tellement poussé loin que les 3 sont partis. Ils ne sont pas restés dans la salle. Voilà. Mais au moins, je me suis sentie bien. Tu les as mis en déroute. Oui, je pense que c'est important. Mais c'est vrai que... Voilà. Donc, il faut être conscient. Il faut être conscient des choses qui vont nous faire réagir. Et de trouver un mécanisme, quelque chose à mettre en place pour éviter qu'on réagisse tout de suite bien sûr, face à une situation comme ça. Est-ce que toi, tu as des choses qui aussi te font réagir? Je suis en train de chercher pendant que tu en parles. Oui, ce qu'on appelle le mansplaining, par exemple, c'est un truc qui va m'énerver, ça, tu vois. C'est un truc, ça va m'énerver, que les hommes viennent t'expliquer la vie et comment tu dois faire. Ah, moi, j'aime bien. Ah, t'aimes bien, oui. Ça peut assez facilement m'énerver, mais alors du coup, je vais devenir assez caustique, en fait, tu vois, je vais devenir assez... Donc, je vais le prendre un peu à la rigolade, mais en général, je vais renvoyer un truc... voilà, ça m'énerve un peu. Après, j'ai pas non plus des expériences telles que je puisse te dire... Ça me... Voilà, si quelqu'un me dit j'aime pas, oui, d'accord, ok, c'est moche, oui, ok, c'est moche. Ça me touche pas particulièrement. Mais comme toi aussi, le manque de politesse, le manque de respect, ça peut assez vite aussi m'énerver. Donc oui, non, j'ai pas... Peut-être il faudrait demander à mon mari, il connaît peut-être mieux les boutons sur les... qui m'énervent assez rapidement. Mais oui, en général, ce genre de choses, ça me fait réagir. Après, j'ai pas été vraiment confrontée
à des moments où vraiment je me suis sentie agressée. Enfin voilà. Voilà, une fois, quelqu'un m'a dit moi je faisais, un gars évidemment, m'a dit moi je faisais ça il y a 20 ans. Donc je lui ai dit vous êtes en train de m'expliquer que je suis vraiment à la ramasse alors. Ouais. Voilà, tu vois, en gros c'est voilà, c'est... Alors du coup non, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, voilà, mais ouais, c'est pas... Après, je sais pas, si j'étais confrontée à des commentaires vraiment désagréables... Une fois sur ma chaîne YouTube, il y a quelqu'un qui a laissé des commentaires un peu désagréables. Alors, je pense que cette personne avait bu, tout simplement. Donc, j'ai effacé ces commentaires. Je peux pas l'expliquer autrement. D'accord. Et ça n'apportait pas grand-chose au débat, en fait, et donc j'ai effacé ça. Mais oui, voilà. Oui, il y a des trucs, des fois, je suis un peu imprévisible aussi, tu vois, il y a peut-être des trucs qui vont déclencher des réactions, mais sans que je sache. Alors, oui, en général, c'est ton ego qui réagit dans ces cas-là, hein. Tu te sens blessé, agressé, et donc du coup t'as envie de répliquer. Ouais. Il fut un temps où j'avais un ego qui était quand même très très combatif. Oui, et ça m'est arrivé de m'arrêter sur la route pour aller engueuler un gars qui ne s'était pas comporté comme il fallait, tu vois. Donc bon, mais maintenant je suis moins combatif par rapport à ça, je m'en fiche un peu. Mais c'est vrai qu'il y a cette histoire de violence, et si les gens ont une attitude violente avec toi, il faut bien que tu trouves un moyen de faire quelque chose avec. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que bon, il y a la critique, mais les éloges sont parfois difficiles à accueillir aussi. Parce que moi, je sais très bien que quand j'étais plus jeune, quand on me faisait des compliments, ça me mettait extrêmement mal à l'aise. Je me croyais toujours... c'était peut-être le syndrome de l'imposteur à ce moment-là, j'en sais rien, mais j'avais toujours l'impression de ne pas les mériter, en fait, les compliments qu'on me faisait. Et ça avait à voir avec la connaissance que j'avais de moi-même et l'estime de soi aussi. J'avais pas une bonne estime de moi, donc du coup, pour moi, les compliments étaient... soit ils étaient injustifiés, soit la personne n'était pas sincère, tu vois. Ouais. Tu remettais en question. Oui, c'est ça. J'avais toujours l'impression que ça me mettait presque physiquement mal à l'aise. Je ne savais pas comment réagir. Tu disais quelque chose ou tu... Oui, je disais merci, quoi, mais avec toujours le sentiment que ce n'était pas mérité, quoi, que j'avais rien fait pour qu'on me félicite, en fin de compte. Ou l'impression que c'était normal, donc les compliments n'avaient pas lieu d'être, si tu veux. Ouais. Mais bon, ça, c'est lié à mon éducation, voilà, au fait que dans ma famille, j'étais jamais mes parents me valorisaient jamais. Quand c'était parfait, c'était normal, et quand c'était raté, on me tombait dessus, et j'avais le droit à un savon. Tu sais que t'as connu ça aussi. Ils sont allés à la même école. et du coup, oui, j'ai longtemps. Alors maintenant, ça va, j'ai fait la paix avec ça, et quand on me fait un compliment, je dis merci, et c'est gentil, et je l'apprécie. Mais je suis peut-être pas encore complètement à 100% convaincue, tu vois, des fois, que c'est justifié, quoi. Ça... Alors moi, comme toi, je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais du mal avec les compliments, parce que pareil, j'avais pas l'expérience de ça. Aujourd'hui, j'adore ces compliments. Encore. Dans le sens du poil, s'il vous plaît. Oui, et puis c'est vrai que quand j'étais plus jeune, donc la chose que je faisais qu'il faut surtout pas faire, c'est que lorsque quelqu'un me disait j'aime beaucoup ce que vous faites, ou j'aime bien ce tableau, je lui disais ouais, bof. Oui, c'est ça, tu minimises. Voilà. Du coup, oui. Moi-même, je dis quelque chose de négatif sur mon travail. Oui, je dis genre j'ai pas grand mérite, quoi. Voilà, je l'ai bidouillé dans mon atelier. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Oui, et du coup, la personne, elle remet en question, elle se dit, mais attends, si elle-même, elle pense que c'est pas terrible, moi, je vais lui dire que c'est bien, peut-être que je me trompe, tu vois. Donc, du coup, en fait, tu sèmes le doute chez la personne, et puis elle sait plus quoi dire, et puis, toi, Bon, c'est juste horrible. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. Non, il ne faut surtout pas faire ça, mais c'est vrai que moi, je faisais ça aussi. C'est-à-dire, tu minimises ton travail ou ce que tu as réussi à faire. Et c'est, c'est le signe que... Mais moi, je constate dans mon groupe Facebook qu'il y a
pas mal de femmes aussi qui ont du mal à se dire artistes, à accepter les compliments quand on leur dit que c'est bien. Bon, c'est pas toujours facile en fin de compte. Donc oui, les critiques sont difficiles, mais les éloges peuvent être aussi compliqués. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça ? Alors, comment on peut se préparer ? Alors ce que j'avais envie de dire justement après qu'on a travaillé sur notre état d'esprit et on comprend sur quel bouton on va réagir, je pense qu'il y a les 3 questions qu'il faut tout le temps se poser. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête, se dire face aux critiques ou aux éloges, c'est se dire qui, quoi et comment. Qui me fait cet éloge ou cette critique ? Très important. Qu'est-ce qu'elle me dit et comment elle me le dit. Et à partir de là, par processus d'élimination, on peut vite balayer les choses justement qui ne méritent pas notre attention. Et sinon, pour les autres, on peut du coup prendre le temps pour aller un peu plus loin dans l'échange avec la personne. Donc, par exemple, si c'est une personne... pour dire qui, voilà. Si c'est une personne qui va dire quelque chose sur ton travail qui est négatif, par exemple, elle va dire j'aime pas du tout ce que vous faites. Voilà, rentre dans l'atelier, dans ta galerie, et puis tu dis j'aime pas du tout ce que vous faites. Et puis tu te rends compte que la personne, en fait, elle n'y connaît absolument rien en peinture. Elle n'est pas du tout... elle peint pas elle-même, elle n'a pas de référence. Quelque part, de quel droit, qu'elle aime ou qu'elle aime pas, ça te fait ni chaud ni froid. Exactement. Donc du coup, ça, on peut juste dire oui, je suis désolée que ça vous plaise pas. Merci en tous les cas. Bonne journée, au revoir. Voilà. Ça, on peut gérer les choses comme ça. Après, si c'est quelqu'un qui nous dit quelque chose, mais qui est peintre également, ou artiste en tous les cas, et qui s'y connaît un peu et qui va faire un commentaire. Moi, je sais, à un moment donné, j'ai eu quelqu'un qui est venu voir mes tableaux de près, puis me dit je vois des rayures sur votre tableau, c'est pas très joli. Alors je me dis, est-ce que ça serait pas le vernis que vous avez mis sur votre tableau? Et là, j'ai dû effectivement avouer que oui, j'avais mis le vernis avec un pinceau. Et ça avait laissé quelques alors, sous la lumière, on les voyait. Sous certaines conditions de lumière, on voyait. Sinon, on ne voyait pas. Voilà, lui, il avait été analysé, tout ça. Et puis, je suis allée plus loin avec lui. Et je lui ai dit, mais je l'ai fait avec un pinceau. Vous faites comment? Et puis, on a échangé là-dessus. Donc, quelque part, au final, même si ça avait été désagréable qu'il me dise ça au départ, quand il est reparti, je me suis dit, mais en fait, c'était un échange constructif, parce qu'il m'a donné une autre piste pour vernir mes tableaux autrement. Donc la prochaine fois, je ferai mieux. Voilà. Donc j'ai appris quelque chose. Donc ça, c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui n'y connaît rien et puis quelqu'un qui a un peu d'expérience. Après, c'est le comment aussi. Voilà, le comment c'est dit, comment c'est amené, oui, bien sûr. C'est la forme, c'est super important. Hein. Et selon la forme, il faut savoir maîtriser sa réaction. Il faut, si c'est quelque chose qui est dit d'une manière fort désagréable, la première chose à faire, c'est de faire une pause, éviter de réagir tout de suite, et puis après d'analyser. Donc on a analysé c'est qui, on analyse c'est quoi, on sait comment ça a été dit, on le reçoit mal. Et là, pareil, je pense que la manière pour désamorcer tout ça, c'est de questionner la personne. Se dire, je vous remercie. Déjà, on les remercie, que ce soit négatif ou positif, je vous remercie. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Tu vois, donc tu fais pas, oh là 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 là, qu'elle est désagréable. J'ai un ami qui fait ça, j'adore. Oh là 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 là, mais qu'elle est désagréable. Oh là 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 là. Je vais peut-être la sortir ça. Alors, l'humour est aussi une manière de désamorcer justement des situations comme ça. Pour la personne et pour toi aussi. Oui, tout à fait. Oui, ça fait... Parce que si c'est vraiment la forme, elle est vraiment violente, ça peut vite faire tomber la pression, la tension. Moi, je vais souvent avoir recours à l'humour dans des situations comme ça.
voilà, à prendre les choses un peu avec de l'humour un peu pince sans rire, tu vois, oui. ou des choses comme ça va souvent être mon mode de défense. Ouais. Et puis après, je pense qu'il y a aussi, quand quelqu'un nous dit quelque chose, c'est d'essayer de se mettre un peu à la place de l'autre. C'est d'essayer de comprendre d'un autre point de vue. Parce que nous, on a notre avis sur notre travail, mais se dire, ok, cette personne, elle est comme ça. Comment elle voit les choses, quoi. Comment elle voit les choses. Se dire, bon, pourquoi pour elle c'est comme ça, et puis on peut parfois se rendre compte qu'en fait, ça lui appartient entièrement. Bien sûr. Voilà, Et du coup, ça désamorce aussi le potentiel destructeur qu'une critique peut avoir, quoi. Si tu as quelqu'un qui a eu un traumatisme du jaune et tu as fait une série de tableaux en jaune et elle n'aime pas du tout, effectivement, en creusant, tu peux comprendre que ça lui appartient, cette espèce de rapport avec le jaune. Hein. Ça arrive assez fréquemment. J'ai eu des personnes qui m'ont fait... Parce que moi, j'utilise beaucoup la couleur, comme toi, hein, dans nos peintures. Et j'ai eu des personnes qui m'ont dit, voilà, je suis vraiment allergique à cette couleur, donc cette peinture, elle ne me plaît pas à cause de ça. Tu vois, donc c'est... Voilà, donc là, tu leur dis, allongez-vous sur le divan, on va en discuter. Après, je pense qu'il y a aussi... quand on reçoit une critique négative, et que c'est quelque chose qui reste en nous, hein, on le porte. Oui, des fois c'est comme une épine. On n'arrive pas, même si on a dialogué avec la personne et aller jusqu'au bout du truc, on a fait tout ce qu'il y a à faire, on s'est préparé, tout ça, mais on repart et puis on se dit, franchement, voilà. Là aussi, je pense qu'une manière de se libérer de ça, c'est demander l'avis à une autre personne. C'est de quelqu'un en qui on a confiance. Qui s'y connaît un peu, qui connaît notre travail, et puis lui poser la question, voilà ce qui m'a été dit, voilà ce que moi j'ai répondu, qu'est-ce que tu en penses? Et je pense que ça peut aussi aider. Il y a le dialoguer avec une autre personne. Oui, c'est ça. Ça peut pas apporter ça évite de rester dans sa roue de hamster à ruminer là, en se disant, ah là là, elle m'a dit ça, j'aurais dû réagir comme ci, j'aurais dû faire ça. Enfin voilà, c'est vrai qu'on a tendance tous à faire ça en fin de compte à certains moments, hein, selon ce qu'on reçoit, quoi, en fait. Et en fait, il faut aussi se rappeler qu'on a le choix dans la réaction qu'on va avoir, en fait. On a le choix de prendre ça plus ou moins bien, d'en faire quelque chose de plus ou moins positif. Je crois qu'il faut vraiment se rappeler que c'est pas ce que dit la personne, c'est pas la vérité, c'est son avis, et que son avis, on peut le recevoir comme on veut en fin de compte. Alors, ça demande effectivement un certain travail sur soi pour être capable de prendre cette distance-là, mais comme tu le dis, les questions qu'on peut se poser, qui me dit ça, de quelle place on me fait ce genre de commentaires, ça peut aider, mais surtout, on peut aussi se dire, bon bah voilà, moi je décide que ce soit des critiques ou des éloges, je ne vais pas leur attribuer une importance trop forte, en fin de compte, dans mon travail. Je vais prendre ça comme la manifestation d'un moment, d'une circonstance à un moment donné. Cette personne a dit ça à ce moment-là, et elle aurait peut-être pu dire complètement autre chose le lendemain, et moi j'aurais pu le prendre complètement différemment une semaine après. C'est ça. Voilà, et il faut vraiment relativiser, quoi, en fait, tout ça. Et je pense que la bonne attitude à avoir, c'est de se détacher à la fois des critiques et à la fois des éloges pour se mettre à une distance où ça nous fait peut-être du bien ou pas du bien, ça dépend, mais on va réussir à se dire c'est quoi la priorité. La priorité, c'est le travail que je fais, j'ai envie d'être dans un bon état d'esprit, donc je ne vais pas penser à ce genre de choses. Et effectivement, avec le temps, ça a tendance à se dissiper. Et moi, je ne me souviens plus de ce qu'on m'a dit en 2019 quand j'ai exposé. Enfin, tu vois, ça passe, quoi. Donc, si c'est un peu comme les émotions, si tu ne restes pas bloqué dessus, si tu ne rumines pas, au bout d'un moment, ça finit par partir et tu peux mettre ton attention sur ce qui est vraiment important pour toi, en fait. Je pensais, il y a aussi une autre manière que les gens peuvent exprimer s'ils aiment ou pas notre travail, c'est quand tu es dans une galerie, tu exposes, tu fais des permanences, et puis tu as des personnes qui rentrent, elles font le tour de la pièce en
30 secondes chrono. En jogging, un petit jogging artistique. Ils regardent, ils ressortent. Ouais. Ça m'est arrivé. Ouais. C'est dur ça aussi, parce que c'est non-verbal du coup, mais c'est une critique. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, ça me plaît pas. Et c'est difficile quand même. Moi, la première fois que ça m'est arrivé, je suis restée un peu mal, quoi. Je me suis dit, il n'y a même pas un tableau qui a attiré l'attention. Oui, c'est ça. Même pas un. Ouais, c'est ça. Oui, moi, ça m'est arrivé au pas de charge, quoi. Tac, 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 on fait le tour et au revoir. Et je dois dire que ça, c'est très, très fréquent. C'est assez fréquent. Moi, c'est très fréquent. Mais après, j'ai envie de dire aussi que le travail qu'on fait, on le sait, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, c'est ça. Et ce qui est important pour nous, c'est de nous connecter aux gens qui apprécient notre travail, le comprennent. Et ça représente que 1 pourcentage de la population qui va être exposée à notre travail. Donc, c'est inévitable d'avoir des gens comme ça qui vont juste pas s'attarder parce que ça, visuellement, tout de suite, ça les intéresse pas du tout. C'est ça. Voilà, ça ne les touche pas et bon, ils repartent. Et c'est normal. C'est normal. C'est ça. Oui, c'est normal. Je pense pas dire que notre travail est pas bon. C'est juste que cette personne-là n'est pas sensible à mon art. Ouais, voilà. C'est ça. Et je pense que si on veut donner des conseils aux personnes qui vont exposer, qui n'ont jamais exposé, par exemple, qui n'ont pas cette expérience-là, c'est effectivement de se préparer psychologiquement à tout ce qui peut venir, comme tu disais, d'être resté ouvert à tout, de savoir que des critiques, il n'y en a pas tant que ça. Après, des comportements plus ou moins polis, il peut y en avoir, mais c'est pas forcément significatif de la qualité de ce qu'on expose. Et puis, il faut rester aussi conscient que on est des artistes. Un artiste, c'est en devenir tout le temps. Notre travail, il a toujours une marge de progression. Donc, peut-être que le travail qu'on a fait cette fois-là ne plaira pas à telle personne, mais peut-être que dans 5 ans, si notre travail a évolué, en revenant, ça lui plaira. Donc voilà, il faut vraiment relativiser tout ça, le fait que la personne, elle a sa personnalité, elle a son vécu, elle a des choses qui résonnent en elle ou pas, elle a ses propres boutons sur lesquels on appuie ou pas, et nous aussi, et du coup, en mettant vraiment de la souplesse dans tout ça, je pense que on peut envisager les choses de manière assez sereine en fin de compte, parce que c'est vrai qu'il y a c'est assez rare, déjà comme les gens qui t'agressent par exemple avec des questions, c'est assez rare quand même, je pense. Oui, c'est rare. Ouais. C'est pas, en tout cas dans ce qu'on vit ici, nous en Bretagne, dans les expositions qu'on peut faire, c'est assez rare. Après, tu vas dans des villes plus grandes, t'exposes à une échelle plus grande. Effectivement, de toute façon, c'est une histoire d'échelle, de proportion. Il y aura toujours des gens qui vont mal réagir, et puis il y a désagréable, et puis mais c'est dans la vie aussi, donc Et puis après, il y a les réseaux sociaux, voilà, où on a les likes ou rien. Oui. Ou alors des critiques. Moi, perso, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir des remarques désagréables sur les réseaux sociaux. Après, je ne suis pas très active non plus sur les réseaux, de moins en moins d'ailleurs. D'ailleurs, je me pose la question même pourquoi je continue à y être, parce que moi aussi. Ça ne m'apporte pas grand-chose. Le bilan, c'est ça, malheureusement. Des likes, des gens mettent des likes sur tes tables, c'est pas satisfaisant non plus. Non. Parce que ça dit rien en fin de compte. Non. Il vaut mieux avoir 2 ou 3 commentaires de gens qui te disent j'apprécie vraiment la couleur, la composition, ça résonne en moi, que d'avoir 25 000 likes, ça veut rien dire en fin de compte. Et ça c'est je pense, vraiment un problème dans notre société de rester dans cette superficialité là, de je clique, j'aime. C'est tellement facile en fin de compte. Ouais. Je peux donner un exemple. Par exemple, j'ai posté un de mes tableaux, un de mes récents tableaux sur Instagram. J'ai eu quelques likes, je sais pas, une vingtaine, un truc comme ça. Rien. Oui. C'est un tableau que j'affectionne tout particulièrement. Celui qui s'appelle Retour ? Non, un avant, mais c'est de cette série-là. D'accord. Et en même temps, j'ai exposé ce tableau-là sur un groupe privé Facebook où il y a des artistes comme moi qui travaillent à l'huile et à la cire froide. Et ce groupe, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a beaucoup d'échanges sur la technique, puis il y a des styles complètement différents. Donc, on apprend des choses en faisant partie de ce groupe. Et je me suis dit, j'avais jamais rien posté. Je lisais beaucoup ce que faisaient les autres. Je me suis dit, pour une fois, je vais poster moi ce que je fais parce que c'est un peu particulier, ce nouveau style que j'ai. Donc, j'ai posté et j'ai eu beaucoup de likes, ok, certes, mais au-delà de ça, ce qui m'a vraiment
plus et que j'ai eu des commentaires utiles. Tu vois, les gens, ils m'ont expliqué pourquoi ils aimaient bien. Oui, c'est ça qui est important. Et ça, j'ai trouvé génial. Et je me suis dit, en fait, maintenant, il faut que je vise plus ça, des groupes Facebook. C'est un groupe anglo-saxon ou c'est un groupe anglo-saxon. Ouais. Et ça, c'est vraiment bien. Je pense que là, ça vaut la peine. Et là, pour moi, ça compte plus le retour que j'ai eu là que ce que j'ai eu sur Instagram. Oui, parce que c'est de la qualité, c'est pas de la quantité qu'on cherche en fin de compte. C'est la qualité des échanges et la qualité de la relation qu'on va pouvoir nouer avec certaines personnes. On n'a pas besoin de plaire à tout le monde et d'avoir une cour qui révère nos œuvres et qui nous adore. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche à être dans une forme d'authenticité dans la relation et donc à avoir des retours et des retours qualitatifs plutôt que quantitatifs, je pense. Donc la question, c'est comment favoriser ça dans un monde qui est dans la tendance inverse, en fait. Bon, ça serait un sujet de podcast. Non, mais moi, c'est une question que je me pose souvent. Comment contrebalancer un peu cette tendance-là, tu vois, Alors, sur YouTube, j'ai souvent plus de commentaires sur les vidéos. Donc ça, j'aime beaucoup et je réponds toujours aux commentaires parce que c'est important. Mais sur Instagram, c'est vrai que ça reste souvent sur les petits cœurs rouges, là, et puis ça va pas beaucoup au-delà, en fait. Et cette plateforme, je l'ai jamais vraiment aimée, je l'aime toujours pas, et je fais pas beaucoup d'efforts pour être plus présente dessus. Parce que je pense que le fonctionnement intrinsèque de ça ne me convient pas, quoi, en fait. Ça m'intéresse pas, quoi, en fait, tu vois. Voilà. Mais et donc, en fait, sur ce sujet de la critique et de l'éloge, ce que j'avais envie de dire, c'était que plus on sait ce qu'on a envie de faire, plus on est déterminé dans la direction dans laquelle on veut aller, et moins l'opinion des autres aura de réelle importance, en fait. Moins elle va être susceptible de nous arrêter ou de nous faire diverger pour aller vers quelque chose qui soit plaisant à l'œil et qui soit séduisant, tu vois. Et plus on a confiance en soi et dans son travail et dans ce qu'on est capable de faire, plus on est solide, en fait, et moins tout ça va être vraiment important. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, absolument. Mais... Oui. Et j'étais en train de réfléchir qu'en fait, en apprenant à faire face à la critique ou aux éloges dans notre travail en tant qu'artiste, quand on sait maîtriser ça, c'est aussi un apprentissage pour le reste de tout ce qu'il y a autour dans notre vie. Et d'ailleurs, ça peut commencer par la vie et s'appliquer ensuite dans l'art aussi. C'est ça. Donc je pense que ça c'est quelque chose sur lequel il faut absolument travailler, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. L'opinion des autres, il faut l'entendre, mais il ne faut pas forcément faire en fonction. Alors Sabina, qu'est-ce que tu as fait de beau ces derniers 15 jours ? Est-ce qu'il y a des choses dont tu as envie de nous parler ? Et puis où en est ta future expo ? Parce que ça arrive bientôt. Oui, alors j'ai continué à travailler, je l'avais dit dans le dernier podcast, et j'ai appris quelque chose sur moi-même, c'est que je n'aime pas travailler sous pression. Je te rejoins là-dessus, j'aime pas ça. Je m'étais fixée de finir deux tableaux grand format pour l'expo à venir, et en fait ça me bloque complètement, je fais un blocage total. Donc j'ai décidé de laisser tomber. J'y retourne régulièrement, mais pas aussi assidûment que je l'ai fait ces dernières semaines. Donc j'irai avec ce que j'ai, et voilà. Donc je suis presque prête pour l'expo. J'ai encore tous les derniers détails à régler, et puis bon, il y a toujours un peu ce stress qui accompagne, parce qu'en plus, cette année, j'ai un espace qui est différent, j'ai des grilles, donc il va falloir que j'habille les grilles et tout ça. Et puis, je vais être toute seule cette fois-ci. D'habitude, j'ai quelqu'un qui vient m'aider. Là, je vais être toute seule, donc on a 3 heures pour préparer le stand. Et dans mon expérience, 3 heures, c'est ce qu'il faut. Ah oui, au moins, oui, bien sûr. 3 heures. Oui. En plus, il faut prévoir des spots et des trucs, donc voilà, c'est ça un peu. C'est un peu au taquet, quoi. Ouais. Donc
je procrastine un tout petit peu parce que j'aime bien en fait quand la date approche, tu vois, me faire ma petite liste, ma to-do list et puis de dire ok, allez, maintenant j'attaque et puis là je suis en mode ouais, donc en fait t'aimes pas trop de pression mais un peu de pression quand même. Oui, alors en fait il n'y a pas de ce que j'aime pas la pression sur mon travail. D'accord. Mais sur l'organisation. Mais sur l'organisation, un peu de pression, j'aime bien. Ça te motive. Oui, parce que je me dis de toute façon c'est des trucs chiants à faire, donc je les réserve pour les derniers jours avant l'expo. Je les ferai à ce moment-là. Mais pour l'art, j'aime pas la pression. Le fait de me dire il faut absolument que ce tableau soit prêt pour telle date. Oui. Non, je conçois pas la création comme ça. C'est un peu comme travailler sur des commissions en fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais j'ai pas tellement envie de le faire en fait. Non. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est pour moi. Bon, t'as réussi à t'aérer un peu à côté, à faire des choses qui te. Je me suis baignée. Oui. Il y a 2 semaines. L'eau, elle était à 13 ou 14 degrés, mais comme il faisait assez beau, il faisait assez chaud même, c'était très agréable, ça m'a fait du bien, donc à renouveler. Ouais. Et puis je sors un peu plus maintenant parce que oui, on a une météo quand même qui est un peu mieux, un peu plus clémente, oui. Ouais, voilà. Donc oui, je suis allée voir une expo, voilà, rien de spécial. D'accord. Ouais. Je pense que j'aurai plus de choses à raconter. Au prochain épisode. Voilà. Et toi, vas-y, raconte-nous. Eh bien, écoute, moi, j'ai commencé à lire une biographie de Picasso par Gilles Plazy. Biographie qui est un peu trop complaisante, je trouve. On sent qu'il y a beaucoup d'admiration de l'auteur pour le peintre et que, bon, il a peut-être pas été trop cherché... tu vois, en dessous, les choses un peu, les frictions qu'il pouvait y avoir. Mais ce que je note quand même, c'est que Picasso a quand même eu beaucoup de chance au départ dans sa vie, puisque il avait un père qui était prof de dessin, et il a toujours été soutenu par sa famille, en fait. Et très tôt, il a manifesté un caractère très fort, et ses parents ont très vite compris que ça ne servait à rien de chercher à lui faire ce que eux voulaient, que lui, il n'en ferait qu'à sa tête. Donc voilà. Mais c'est intéressant de voir son parcours. Ce que j'ai fait aussi, j'ai fait pas mal de créations. Alors, mon objectif, c'était de proposer un nouveau cours en ligne au début de l'été, là, en fait. Et pour ça, je voulais faire un grand atelier avec pendant 3 jours, des ateliers en ligne. Et puis, en cours de route, j'ai revu mes options sur le cours lui-même. J'ai trouvé que c'était un peu trop, donc j'ai revu un peu ça. Et puis là, récemment, je me suis dit, je le sens pas. Je le sens pas, ça va pas être le bon moment. Je suis pas prête à le faire, je suis pas dans une bonne forme physique non plus, tu vois, je suis assez fatiguée, crevée, usée. Et du coup, j'ai décidé de le mettre en pause, quoi, en fin de compte, et de le proposer plus tard. Donc, toutes les vidéos de création sont faites. Après, c'est tout l'habillage, les explications qui restent à faire. Mais du coup, ça m'a amené à faire beaucoup de créations dans des styles et des choses différentes. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et je me dis que c'est vraiment mon truc, ça, d'expérimenter, de trouver quelque chose, tu vois, qui me plaît. Et par exemple, dans le groupe Art System, là, on devait travailler sur le vert et le rouge durant le mois de mai. Et donc, quand j'étais dans les Monts d'Arrée, pendant un après-midi, dans mon atelier, j'ai travaillé un peu là-dessus. Et je me suis dit, mais c'est hyper intéressant de travailler sur 2 couleurs comme ça. En tout cas, deux teintes, hein, parce qu'il y a plusieurs... tu crées plusieurs couleurs. Et ça m'a donné envie de poursuivre, en fait, et de peut-être aller vers... Là, j'avais fait des choses un peu... Bon, c'était vraiment une peinture joueuse, tu vois, avec des motifs, avec des marques, avec des trucs, ça partait un peu dans tous les sens. Mais je me suis dit, j'aimerais bien faire des toiles abstraites, justement avec ces 2 couleurs, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait de creuser, tu vois. C'est intéressant, parce que moi, dernièrement, justement, les dernières peintures que j'ai faites, j'ai beaucoup limité ma palette. Bon, il y a toujours le blanc et le noir, évidemment. Oui, il faut. Mais j'ai après souvent que 2 couleurs dominantes. Et j'essaye au maximum de faire que avec ces 2 couleurs, et le noir et le blanc. Et parfois, je suis obligée de rajouter une touche d'une 3e couleur. Mais en fait, j'aime bien. J'aime bien avoir cette... c'est pas une contrainte. Je dirais que c'est... un jeu. C'est une manière d'explorer les choses différemment.
Et le résultat est pas mal. J'aime bien aussi ce que ça donne. C'est parce que j'aime bien, j'ai vraiment cette recherche pour aller vers la simplicité. Et je pense que ça, c'est... Ouais, oui, de ne pas mettre trop de couleurs. Oui, ça... et c'est vrai que ça permet de mieux maîtriser aussi. Moins tu as sur ta palette, mieux tu maîtrises toutes les teintes que tu vas pouvoir créer. C'est ça. Et si tu en mets trop, quelquefois, ça part un peu dans toutes les directions. Mais voilà, et j'ai fait des choses très différentes. J'ai fait un petit leporello juste pour m'amuser. Mon fils avait fait des hamburgers le midi. Du coup, j'ai fait pour faire un hamburger. Alors, donc, j'ai dessiné le hamburger, puis tous les ingrédients sur chacune des pages. Oui, j'ai vu ça, je l'ai vu, c'est super. C'est super mignon. Et, oui. Et du coup, je me suis dit, mais on pourrait appliquer ça sur plein de sujets, tu vois. Pour des recettes, pour plein de choses, pour des paysages, pour des monuments, pour plein de trucs. Et donc, voilà, j'ai fait plein de choses. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et j'ai créé plus que d'habitude à cause de ça, justement. Et ça m'a fait aussi prendre conscience que le temps que je passe à créer des vidéos, à créer le podcast, à créer tout ça, c'est du temps que je passe pas dans mon atelier. Et quelquefois, ça me manque. Et je me dis, il faut vraiment que je fasse attention de rééquilibrer tout ça. Voilà. Parce que sinon, ça a vite fait de mordre un peu sur ton temps de création. Et comme en ce moment, je suis quand même assez crevée. Et je me dis souvent en fin de journée, le soir, tu vois, notamment, je pourrais créer, mais... Souvent, j'ai plus l'énergie, quoi. J'ai plus l'énergie, j'ai vraiment du mal à m'y mettre. Pourtant, il y a des trucs très simples à faire, mais j'y arrive pas. Tout simplement, je n'y arrive pas. C'est plus facile de prendre un bouquin et de lire, par exemple. Et donc, voilà, je suis dans un moment où il faut que j'évalue bien ma forme et mon énergie pour pas en faire trop, parce que c'est vrai que j'ai toujours envie de faire plein de trucs, en fait, mais j'ai pas l'énergie pour, donc il faut que je me calme. D'accord. Et sinon, j'ai été voir aussi, il y avait une expo ce week-end, je sais pas si tu t'avais vu sur la gravure, en fait, ça s'appelait Manifestampe. Je crois que c'était au niveau national, il y avait des expos partout. C'est à Douarnenez, il y avait plusieurs... Oui, il y avait plusieurs ateliers et j'ai la chance d'avoir ma voisine Annie Mahé-Gibert qui est graveuse. Et donc, elle avait fait une expo chez elle avec 3 autres artistes. Ah, d'accord. Voilà, et donc il y avait sa presse, elle expliquait un peu le procédé pour faire des gravures, justement. Et puis, donc, il y avait dans son séjour et dans son atelier plein de travaux exposés. Ah, super. Et c'était vraiment super. Et elle-même est quelqu'un de super. Si je suis dans le même état d'énergie et de joie qu'elle à 76 ans, je serais bien contente. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que elle est vraiment... c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et je me réjouis de l'avoir comme voisine. Non, mais c'est vrai d'être entourée par des gens qui sont enthousiastes, positifs, qui sont très accueillants aussi, très ouverts. Qu'est-ce que c'est bien, quoi. Qu'est-ce que c'est bien de fréquenter des gens comme ça. Donc, il y a eu beaucoup de monde là, Il y a eu beaucoup de monde, ouais. Je l'ai pas vu, c'était donc samedi, dimanche. Je l'ai pas vu depuis, j'ai pas pu lui demander combien de personnes il y avait. Je sais pas si elle a pu compter, mais il y a eu un flux de personnes un peu ininterrompu toute la journée. Ah, c'est chouette. Ouais. Okay. Et puis les gens qu'elle avait accueillis chez elle pour exposer étaient très sympas aussi. J'ai bien discuté avec eux. Et il y avait une personne notamment qui faisait des gravures sur d'anciens papiers, sur d'anciennes lettres. Et d'ailleurs, je lui ai acheté quelque chose. J'ai trouvé que l'association des deux était très, très intéressante d'utiliser des vieux papiers, trouver des vieilles factures, des actes d'adjudication, des courriers. Je ne sais pas où ils trouvent ça. Je pense qu'on peut trouver ça dans les brocantes. Oui, bien sûr. Ou sur eBay. Je sais que ça se vend pas mal. Mais oui, c'était vraiment très, très chouette. Donc super. Voilà, une semaine assez riche et assez... costaud, voilà. D'accord. Alors, on va se reposer maintenant. Ben oui, on va... Tu vas te reposer. Non, je vais monter... Moi, je ne peux pas me reposer. Je vais monter le podcast. Oui, tu vas monter le podcast. Et puis, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour le dernier sujet de cette saison. Oui. Voilà, et puis comme d'habitude, merci à ceux qui nous écoutent, qui nous font des retours, notamment sur YouTube, il y a souvent des retours positifs. Absolument. Voilà, donc on adore les éloges. Et n'oubliez pas, surtout si vous en avez envie, mais ça nous ferait très plaisir si vous pouvez aussi mettre vos commentaires sur Apple Podcast. Oui, Apple Podcast. Si vous avez un iPhone, c'est très facile. Oui, vous avez l'application. Oui. J'ai pas été voir depuis un petit bout de temps s'il y en avait des nouveaux, mais c'est vrai que ça aide à être mieux classé, tout simplement. Voilà. Et c'est vrai que l'autre fois, j'ai fait une petite recherche, justement, dans les podcasts sur l'art. Bon, on n'est pas encore dans la sélection, donc il va falloir qu'on fasse quelque chose, là. Ouais, il faut nous aider.
Bon, en tout cas, merci à toi et merci à vous qui nous écoutez et nous suivez et êtes fidèles. Et puis, on espère que le sujet de cette semaine vous apportera plein de choses. Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.